Bonjour tout le monde et bienvenue. On a le grand plaisir d'avoir avec nous Pierre-Luc Grangeon. Donc c'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Donc, alors, on ne présente plus Pierre-Luc Grangeon, mais quand même, je vais le faire rapidement. Donc depuis 2001, tu as réalisé beaucoup de courts-métrages dans pas mal de techniques différentes, que ce soit animation en volume, en papier découpé, en dessin ou sur écran ou avec un écran d'épingle. Tu as aussi réalisé des unitaires télé, notamment les 4 saisons de Léon, co-réalisé avec Antoine Lancio. Tu as écrit aussi des scénarios, notamment Le secret des mésanges, toujours d'Antoine Lancio, et tu as co-réalisé un premier long, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, avec Jim Capobianco. On ne va pas forcément en parler de Léo parce qu'il y a une étude de cas juste après, mais l'idée c'est de rentrer dans ton univers et ton parcours. Et avant que tu nous parles de quelques influences à toi, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as débuté? C'est quoi le début de ton parcours? J'ai fait une école d'art appliqué à Lyon, mais c'est vrai que je ne pensais pas du tout à faire du cinéma d'animation. C'est arrivé un peu par hasard. À l'époque, l'armée existait encore et je cherchais un poste d'objecteur de conscience. Et quelqu'un m'a dit, mais ils prennent des objecteurs à... J'ai l'impression d'un film d'animation de McLaren. Et du coup, Pardon, ça m'a un peu perdu le fil. Oui, on m'a parlé de Folle Image qui prenait des objecteurs de conscience. Et je suis allé frapper au studio, mais avant ça, j'avais jamais pensé faire des films d'animation. Je partais plutôt dans la peinture, où il y avait quelque chose qui m'attirait de toute façon, et dans l'idée de peindre ou de sculpter aussi. Et c'est vrai qu'en visitant Folle Image à cette époque-là, donc c'était en 98, ça fait tilt, quoi. Je me suis dit, oui, mais c'est ça qui me plaît. Il y avait l'idée de raconter des histoires et déjà, juste en visitant le studio, je me suis dit, je vais faire des films. Mais avant ça, ça m'était jamais venu à l'esprit. C'était un monde lointain et inconnu. Et donc voilà, c'est un peu grâce à l'armée quand même. Merci l'armée. Voilà. Et donc, je t'ai demandé des influences et tu m'as donné le nom de Jean Dubuffet, donc la peinture que vous voyez là. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est une peinture. Enfin, Jean Dubuffet, donc c'est un peu le découvreur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui a mis en valeur l'art brut, donc avec tous ces peintres qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et qui dessinent, qui peignent de manière assez compulsive. Et donc lui-même peignait. Et c'est vrai qu'il y a un côté où je me suis dit, ah ouais, on n'a pas besoin de savoir forcément dessiner comme un dieu pour peindre. Et c'est quelque chose qui me plaisait. Moi, je n'ai pas l'impression ma manière de dessiner, elle n'est pas très virtuose. Et il y a un côté rassurant de voir ça. Et autre chose, il y a quelque chose dans les matières, dans ces recherches de matières, moi, que j'adore, qui me parle tout de suite. Et c'est vrai que quand je vois ça, j'ai tout de suite envie de l'animer. Là, ce lion, on a envie de le faire bouger. Enfin, et voilà. Et pendant les arts appliqués, c'était quelque chose. Je revenais souvent à Jean Dubuffet, à son travail. C'est ce côté naïf et à la fois des fois un peu sombre, un peu inquiétant, moi qui me plaît beaucoup. Vous allez le voir et on va le voir tout à l'heure dans les extraits ou dans les courts-métrages qu'on va passer, mais c'est vrai qu'on retrouve vraiment une patte, quoi, une inspiration. Des matières, ouais. Et du coup, tu avais aussi 2 films qui t'ont inspiré, on va dire, qui t'ont marqué. C'est lesquels? Alors, il y a eu L'homme au bras ballants de Laurent Gorgia, c'est un film breton. C'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça peut être ça, un film d'animation en volume. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de faire du volume. D'ailleurs, mon premier film est en noir et blanc. Je pense que c'est une grosse influence de L'homme au bras ballants. Et puis La bouche cousue de Jean-Luc Gréco et Catherine Buffat. Et pareil, de nouveau, c'est 2 films qui ont plein de textures, qui ont plein de matières, où les personnages ne sont pas tout lisses et tout symétriques. Enfin, ils sont vraiment texturés et c'est quelque chose qui me parle. Voilà. Même le bus là qu'on voit en bas, il est vraiment tout tordu et c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est drôle parce que c'est des films. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu viens de Valence. Donc c'est un des territoires aussi du stop motion avec la Bretagne notamment. Et c'est 2 films qui sont un peu qui ont marqué l'histoire du stop motion à la fois en Bretagne et à la fois aussi à Valence.
Donc c'est assez rigolo que ce soit les deux films qui t'ont marqué. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. On peut regarder ton premier film. Juste avant, je vais vous lire une citation de Xavier Kawatopor. En fait, je crois que c'était en 2014 ou 2012, tu as été invité au Festival de La Rochelle. Et du coup, Xavier Kawatopor a écrit un long texte pour te rendre hommage. Donc, je vous conseille d'aller le lire. Il est lisible sur le site du festival. Et je vous en lis une petite partie qui parle de ton premier film. Cette petite escapade ne doit-elle pas être regardée au demeurant comme une première excursion, presque clandestine, d'un jeune artiste, Pierre-Luc Grangeon, dans le domaine de la réalisation ? En effet, en dépit de l'application avec laquelle est exposée la distinction des points de vue entre le regard de l'enfant et l'œil de la caméra, une collusion du réalisateur avec son personnage est à l'œuvre dès les premières images du générique. Un dessin d'enfant s'invite à la surface d'un cahier d'écriture et, semblant animé par son propre désir de vie, trace le titre du film comme pour déclarer que ce récit est celui d'un enfant. Mais l'enfance est bien évidemment un subterfuge. Une peau d'âne sur les épaules du cinéaste. C'est beau. Oui, il a écrit un beau texte. Ça a vieilli, je ne suis plus trop jeune, mais... Donc, ouais, petite escapade. Petite escapade.
Aujourd'hui, j'ai vu une fée. Elle avait une baguette magique énorme. Après, il y a le lutin qui est arrivé. Il courait après la fée. Il voulait qu'elle le fasse grandir parce qu'il était vraiment petit. Après, les 3 dragons sont arrivés. Je leur ai donné à manger pour qu'ils s'en aillent, mais il y en a un qui n'a rien eu. Alors il a attendu que je tombe pour me manger. Mais je ne suis pas tombée. Le dernier dragon est parti quand le vampire est arrivé. Il a essayé de me tuer avec ses yeux qui tuent. Mais je me suis cachée et il m'a pas tuée. Il faudra que je fasse attention demain. Donc tu réalises ce premier court-métrage en 2001. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de réaliser tes propres films ? C'était assez évident, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Dès que j'ai visité Folle Image, pour moi, c'était... Alors déjà, j'aimais beaucoup écrire de toute façon des histoires. Adolescent, je me voyais plutôt faire de la bande dessinée. Donc voilà, les films d'animation, j'ai jamais fait de bande dessinée vraiment, mais ça, c'est pas si loin finalement, l'idée de raconter des histoires via des images. Et là, on rajoute le son, donc c'est ça. Je ne sais pas ce qui fait après, ce qui pousse quelqu'un à vouloir raconter des histoires, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et ouais, c'est ce qui me motive en tout cas à faire des films. C'est vraiment d'abord ce que je veux raconter. Et qu'est-ce qui a guidé le choix du stop motion ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette technique ? Alors c'est peut-être un peu un hasard de nouveau parce que j'ai commencé à Folle Image comme modeleur, donc sur une série qui s'appelait L'Hôpital Hilltop de Pascal Lenôtre. Donc voilà, j'étais payé pour faire des petits bonhommes en pâte à modeler, c'est mon premier métier. J'ai trouvé ça étonnant d'être payé pour ça. Et du coup, vu que je venais pas, aux arts appliqués, c'était pas du tout ce qu'on m'apprenait, c'était le dessin textile et l'architecture d'intérieur, donc je connaissais rien au cinéma d'animation et j'ai beaucoup tourné autour des animateurs, des décorateurs, des accessoiristes, des modeleurs, enfin pas des modeleurs, mais des mouleurs. Donc à regarder un peu comment on faisait tout ça et vu que c'est des films en volume, L'Hôpital Hilltop, c'était assez naturel que mon premier film soit aussi en volume. Et je pense que j'ai aussi plus de facilité avec le volume qu'avec le dessin. Donc il y avait quelque chose d'assez logique pour moi de faire les choses en volume, en tout cas. Et dans ce premier court-métrage, est-ce que tu as fabriqué les décors, les marionnettes ? Est-ce que tu as animé toi-même ? Quel rôle tu as eu dans tout ça ? Alors oui, là, sur un court-métrage, c'est un tout petit budget. Je pense qu'on avait réuni 110 000 francs. C'était l'époque des francs. Ouais, c'était encore les francs, c'était en 99. Donc ça fait quoi, 15 000, 16 000 euros, je ne sais pas exactement. Donc c'était vraiment ridicule quand j'y pense maintenant. Mais j'ai travaillé avec Cyril Madalena et Juliette Marchand, principalement, pendant le tournage. Donc Cyril faisait la lumière et Juliette l'animation. Et puis des fois, Cyril a animé aussi un petit peu. Et ils étaient d'accord d'être payés très peu sur ce court-métrage. Et effectivement, il y avait tellement peu d'argent que les décors et les marionnettes, je les ai fait moi-même avec l'aide. Je sais qu'il y avait Sandrine Héritier qui était accessoiriste sur Hilltop, qui m'a aidé aussi un peu. Voilà, mais il y avait tellement peu de sous que j'ai fait beaucoup moi-même. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Hein. Moi, fabriquer les trucs avec mes mains, j'adore ça. Donc il y a aussi cet avantage-là, de ne pas avoir trop de sous, c'est qu'on est obligé de faire nous-mêmes. Même j'ai fait les armatures des marionnettes, c'était pas un cadeau pour les animateurs. Je n'ai pas refait après, j'ai demandé de l'aide. Non, l'armature, c'est pas mon truc, c'est pas mon point fort. Mais voilà, ouais, en tout cas, c'était une expérience super intéressante. Et après, tu me demandais, oui, qu'est-ce que j'avais fait ? J'ai fait la partie en dessin animé sur le film. Et puis j'ai animé 3 ou 4 plans en volume. C'est tout. Je ne me sentais pas encore vraiment assez
calé pour animer. Et suite à ce film-là, j'ai fait des tests aussi pour animer sur l'hôpital Hilltop, de nouveau sur cette série. Et là, j'ai été pris, donc ça m'a permis de plus. Et puis, j'ai pu animer beaucoup plus sur mon second film. Ok. On peut peut-être passer, du coup, tu avais envie de nous montrer l'enfant. L'enfant sans bouche, ouais, c'est un film en papier découpé. C'est un film qui était. Où je n'ai pas fait de recherche d'argent. Je sortais de mon deuxième film qui s'appelait Le Château des Autres. Et ça avait été un peu laborieux pour tout mettre en œuvre et tout ça. Et j'avais envie de faire les choses simplement, un peu directement. Donc j'ai écrit un scénario, mais alors il s'est écrit très vite. En 2 heures, il était à peu près écrit, quoi. Et puis le tournage, c'est pareil, il a dû durer 1 mois, quelque chose comme ça. Le film fait 4 minutes. Et je travaillais avec François Cadot, une association qui s'appelle Corridor. Et on a fait le film chez eux, et c'est la fille de François Cadot et Sandrine Héritier qui faisait la voix, et c'est une petite fille qui a 4 ans et demi. Donc on a enregistré jour après jour, une phrase par une phrase. On a mis tout ça ensemble et on a trouvé ça trop chouette. Enfin, je vous laisse voir. Il était une fois un enfant qui n'avait pas de bouche. Le chien, lui, avait une bouche. Il s'en servait beaucoup, surtout pour aboyer après le chat. Mais le chat, il faisait semblant de ne pas entendre. Le chat aussi avait une bouche. Il ne s'en servait pas beaucoup. Juste des fois, il bâillait. Ça énerve le chien. L'enfant sans bouche avait des parents qui avaient des bouches. Ils s'en servaient beaucoup pour parler. Ils parlaient à leur enfant qui ne répondait pas, forcément. Alors après, ils parlaient entre eux. Et puis le chien a trouvé un lapin. Il l'a montré au chat qui a bâillé. Alors, il l'a apporté à l'enfant. Et l'enfant l'a mis sous son bras. Le lapin était content de ne plus être avec le chien. Avec sa bouche, il souriait. L'enfant sans bouche a posé le lapin sur la table. Et il l'a regardé. Il a bien de grandes oreilles, se disait l'enfant sans bouche. Et il s'endormit. Les jours passaient et l'enfant sans bouche regardait le lapin. Il souriait de moins en moins. Et puis ses oreilles se sont mises à rétrécir. Alors un jour, l'enfant sans bouche a apporté le lapin à ses parents. D'abord, ils n'ont pas su quoi faire. Alors, ils lui ont dit qu'il avait un très joli lapin. Et les oreilles rétrécissaient. Alors, l'enfant sans bouche a apporté le lapin au chien. Il l'a reniflé. Et il est parti s'occuper du chat. Un jour, le lapin eut vraiment des toutes petites oreilles. Bientôt, il n'en aurait plus du tout. C'est alors que l'enfant sans bouche eut une idée. Et l'enfant sans bouche, avec sa nouvelle bouche, s'est mis à parler à son lapin. Il lui raconta tout et bien d'autres choses encore. Et le lapin, avec ses toutes petites oreilles, écoutait. Et pour écouter des grandes oreilles, c'est plus pratique. Alors ses oreilles ont repoussé.
c'est en papier découpé. C'était la première fois que tu expérimentais cette technique. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un peu plus? Il y a un côté très simple et très, très direct, je trouve, avec le papier découpé. C'est souvent ce qu'on utilise aussi dans des ateliers avec les enfants, parce que c'est tellement facile à mettre en œuvre. Il faut juste avoir quelque chose qui tient la caméra en l'air pour pouvoir filmer vers le bas. Mais du coup, ça rejoint le dessin. Je ne me suis jamais collé complètement au dessin animé, à part dans Petite Escapade et les petites parties en dessin animé. Mais c'est vrai que là, j'adore aussi le dessin de toute façon. Donc, ça permet un petit peu d'aborder ça de manière détournée, tout en gardant l'aspect du volume que j'adore, qui est l'idée d'animer en direct. On a une idée un peu en tête de ce qu'on veut animer, mais il y a toujours un moment où on se lance dans le vide, on dit « Ok, mon personnage commence à avancer, et puis je prévois qu'il marche là, mais on n'est jamais sûr à 100% que ça va se passer tout à fait comme ça. » Et puis même quand on anime, souvent on profite des accidents, un geste d'une marionnette qu'on n'a pas... un bras qui bouge, on n'avait pas prévu qu'il bouge comme ça, et du coup, au lieu de venir contredire le mouvement, ce mouvement accidentel, on va l'appuyer. Et finalement, ça rejoint des gestes, ça rend presque plus réaliste le personnage, parce que nous-mêmes, on est plein d'accidents dans notre manière de bouger, des trucs qui ne servent à rien, mais c'est des petits gestes qui quand même, nous faut qu'on est vivant. Donc la marionnette subit ça, et donc c'est ce que j'aime aussi dans l'animation en volume, c'est que on ne peut pas revenir trop en arrière en général, il faut y aller, et voilà, le papier découpé c'est un peu pareil, et les autres techniques que j'ai fait après, c'est toujours cette idée d'animer comme ça au fur et à mesure, quoi. Et du coup, tous tes courts-métrages s'adressent aux enfants comme aux adultes. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de raconter des histoires pour des enfants? Et comment tu travailles cette écriture-là? Parce qu'il y a plusieurs couches dans tes films. À la fois des contes pour enfants, mais il y a aussi toujours une deuxième, il y a plusieurs lectures. Comment tu travailles cette écriture-là? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je ne me suis jamais posé la question. Quand j'ai écrit Petite Escapade, on m'a dit « Ah, c'est bien d'écrire pour les enfants ». Ah oui, pour moi c'était un film que les enfants pouvaient voir bien évidemment, mais que je limitais pas aux enfants. Alors ça je l'explique pas, c'est vrai que naturellement je pense que je plonge dans mes souvenirs et j'ai l'impression que c'est une source d'histoire où je peux, justement, très facilement aller retrouver une sensation que j'ai pu avoir enfant, ou puis des fois en observant les enfants autour de moi, leur manière de faire, ça me rappelle des choses aussi de moi quand j'avais leur âge, ou des choses comme ça. Donc en tout cas, oui, c'est comme une malle où j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à sortir, où je peux... et quand au moment où j'écris un film, donc... avant de savoir de quoi ça va parler, je me dis toujours, bon alors qu'est-ce que je fais cette fois? Est-ce que je fais un film plus adulte, justement, suite à ces remarques-là? Puis en fait, très naturellement, je reviens à cet univers-là, parce que c'est celui qui m'inspire le plus, en tout cas. Mais je ne l'explique pas vraiment. Mais c'est vrai que les contes m'influencent aussi. J'aime bien prendre un peu en contre-pied le conte. Justement, dans Petite Escapade, il y a un peu de ça. On voit l'enfant partir en forêt, avec sa mère qui le regarde partir, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va lui arriver dans cette forêt? Et puis, il ne lui arrive rien. La forêt, c'est chez lui, il traverse tout simplement. Et c'est une fois qu'il grimpe sur le mur et qu'il voit le trottoir que pour lui, il se passe plein de choses. Donc voilà, c'est ce genre de code un peu que j'aime bien détourner. Je l'ai fait dans d'autres films, avec Le Loup Blanc, par exemple, qui est un autre film en papier découpé. Le loup, il n'est pas du tout méchant, comme on peut imaginer dans les films. Ça devient un animal presque sympathique. Genre mon micro descend petit à petit. Pardon. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais... ouais. Et il y a un côté assez sombre quand même qui se dégage de tes films. Et du coup, j'aimerais que tu réagisses par rapport à ça, parce que hier, quand on en a parlé, tu m'as dit, bah oui, mais l'enfance... c'est pas tout le temps joyeux, quoi. Non, je trouve que l'univers enfantin ou l'univers adulte, je pense qu'il est fait de la même chose. Il y a des malheurs, des bonheurs, et puis l'enfance, elle n'est pas toujours joyeuse. Donc les films pour enfants qui s'adressent exclusivement à eux, puis qui parlent que de choses joyeuses, des fois me dérangent un peu. J'ai pas l'impression que ce soit à l'image de ce qu'on vit en tant qu'enfant.
Et la part sombre, bah oui, elle fait partie de la vie pour moi. Puis j'aime toujours mélanger les genres. Un film totalement tragique, moi, ça m'ennuie. Que comique, c'est pareil, ça m'ennuie. Et j'aime bien quand les choses, quand dans des choses racontées un peu graves, on a un peu d'humour. Bah, par exemple, dans Le Loup Blanc, qui est un film en papier découpé, le loup se fait couper la tête par les parents parce qu'ils veulent, c'est pour manger, quoi, tout simplement. Et le loup était devenu l'ami des enfants. Et on voit les enfants partir en forêt pour enterrer la tête du loup, et puis la tête, à un moment, et donc ils la poussent, c'est une grosse tête disproportionnée. Et à un moment, elle se met à rouler dans une pente, et on voit les enfants courir après. Enfin voilà, dans des scènes qui sont a priori tragiques, d'enterrement, j'aime bien toujours apporter des trucs qui peuvent faire sourire. Et ce que j'aime bien aussi dans l'univers des enfants, c'est leur manière de réagir et de passer d'une émotion très forte à une autre. Ils peuvent être très joyeux et puis très tristes 2 secondes après parce qu'il s'est passé quelque chose, et puis de nouveau rebondir et de nouveau être joyeux. Cette manière de vivre pleinement les choses, je la trouve super. Et ils sont plus du coup dans le présent que nous dans une projection si on est triste, ça va nous rester longtemps avant qu'on passe à autre chose réellement. Enfin, donc c'est quelque chose que j'aime aussi et qui pour le récit est intéressant aussi à mener. Après avoir fait du coup plusieurs très courts métrages, dans les années 2010, tu vas faire les 4 saisons de Léon. Donc c'est 4 unitaires télé que tu co-réalises. Est-ce que tu peux nous parler déjà de comment ce projet est arrivé ? Ouais. Et puis après, on va vous montrer un petit extrait, et tu as aussi des photos d'étapes de fabrication. Oui, alors il y a eu, en fait, ça a commencé par l'hiver de Léon. Donc c'était un projet d'Antoine Lancio. Il avait écrit ce scénario, il l'a proposé à Pascal Lenôtre, qui était le directeur des studios Folimage à l'époque. Si je me trompe pas, je sais plus exactement. Mais enfin, en tout cas, il était à Folimage. Et il s'occupait plutôt de la partie volume, justement stop motion. Et Antoine n'avait jamais fait de film en stop-mo, donc ils m'ont demandé de le réaliser. J'ai dû raccourcir un peu le scénario qui aurait fait plutôt 36 minutes, et là il fallait faire un 26. Et j'ai dit, Antoine, s'il y a une suite, moi je veux bien coécrire, parce que c'est quand même une de mes parties préférées quand je fais un film, c'est aussi l'écriture du film. Et puis j'ai dit, par contre, je veux bien qu'on les co-réalise aussi, et que tu participes à... Donc voilà, l'hiver de Léon, donc je l'ai fait en co-réalisation avec Pascal Lenôtre. Et les films suivants, donc il y a eu Le Printemps de Mélie, L'été de Boniface et L'Automne de Pougne. On les a co-réalisés et co-écrits avec Antoine Lancio. Donc. On passe peut-être un petit extrait ? Ouais. Alors c'est un extrait du Printemps de Mélie. Alors c'est la fin du film, donc bon. En fait ça colle un peu à aux photos que je vais montrer après. Le faiseur d'histoire. Boniface, le bonimenteur. Vous prenez pour un roi, Boniface, mais vous n'êtes que le roi de la grimace. Laissez-moi descendre. Ça suffit, Boniface. On en a marre. Ouais, ras-le-bol de tout votre baratin. Mais je... Taisez-vous. Vous avez empoisonné l'eau, et à cause de vous, tout le monde est malade. N'importe quoi, c'est à cause du miel, pas de l'eau. Ah bon? L'eau n'est pas empoisonnée. Alors je vous en prie, buvez-en. C'est vrai, l'eau est empoisonnée. Je ne vous dirai pas le secret du remède. Comme ça, vous resterez malade toute votre vie. On s'en fiche, on l'a le secret du remède. Tenez, le voici. C'est de la boudinette, de quoi guérir tout le monde.
Voilà. Tout le monde est sauvé à la fin, personne ne brûle. Tu avais des photos donc, à nous montrer dans les. Oui, je l'ai passé étapes. assez rapidement parce qu'il y en a. C'est des photos que je montre un peu quand le public ne connaît pas trop l'animation. Mais il y a tout le travail, voilà, des moules, de modelage, ensuite de moulage. François Cadot, avec qui je continue à travailler, qui était le chef puppet de Léo, donc le film dont Ilan va parler après, avec Camille et Maud. Donc là, oui, c'était des personnages qui sont en mousse de latex, donc avec une armature très simple en fil d'aluminium. Hélène Ducrot qui présentait un film ici, qui faisait la peinture des personnages. On utilisait beaucoup les plaques d'isolant de maison pour faire nous-mêmes les maisons. Du coup, ça se sculpte très bien au cutter, et on fait très vite des formes tordues. Sandrine Héritier, avec qui je travaille toujours aussi. Simon Jacquard, pareil, qui était au décor. Delphine Doma, qui, pareil, continue aussi dans l'animation, qui était aux accessoires. Marion Charrier, la chef déco de Léo. Donc, c'est une équipe, en fait, toujours. Et Samuel Ribéron, qui était un peu l'auteur graphique du film et qui a aussi participé au graphisme, qui a amplement participé au graphisme de Léo, donc de nouveau. Là, c'est le tournage, un peu, quelques photos du tournage pendant la prise de vue. Donc, on s'est beaucoup inspiré du monde médiéval, comme vous avez pu voir dans l'extrait. Des fois, il y a des enluminures derrière les personnages, où il y a des petits cadres enluminés. Enfin, c'était très amusant, justement, de faire ça. On a aussi, dans les échelles des personnages, ça nous plaisait que... Il y a un moment, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais on voit le public qui réagit à ce que dit Boniface, où il y a une petite frise de personnages tout petits, et derrière ces personnages tout petits, il y en a des plus grands. Et ce mélange, c'est pas du tout logique, mais ça nous amusait justement. Et on se permettait ça aussi en regardant les peintures médiévales, où en général, à cette époque-là, le personnage qu'on considérait le plus grand, le plus important, était le plus grand dans l'image, et puis les personnages moins importants étaient plus petits. C'était une lecture comme ça très, très simple. Ce qui est grand est important, ce qui est petit l'est moins. Et là, dans le film, on l'a fait pareil. À des moments, le conteur prend toute la place, que c'est lui qui raconte l'histoire. Et le public, il est juste là pour écouter. Ils sont tout petits. Et c'était, voilà, en le faisant, on dit, est-ce que ça marchera à l'image? Et puis, en fait, après, les gens, quand ils voient le film, ça marche, ça fonctionne, ça passe. Ça, c'est une photo un peu du profil. C'est toujours intéressant de voir le profil des décors. Ça n'a pas beaucoup d'allure. On retrouve le côté un peu tordu. Oui, bah oui. Et là, on voit quand c'est de face, du coup, on fait des choses très plates pour les arrière-plans. Sarah Sponga, avec qui je travaille toujours aussi, qui était la chef opératrice de ces 4 films. Marjolaine Parot qui animait. Voilà, quelques photos du tournage. Shaitan Conversa, qui est pareil, qui est animatrice. En train de changer. Les bouches, c'était des petits autocollants. On a utilisé cette technique-là aussi sur Léo, d'ailleurs. Et on a utilisé des fonds verts et des effets spéciaux. J'ai quelques François Ligné, qui était animateur aussi, toujours Marjolaine. L'eau, c'était fait justement sur ordinateur ensuite. Donc on avait des fontaines avec du verre et c'était ensuite remplacé par... Là, c'est un exemple de l'image quand on tourne et puis ensuite, une fois que c'est composité, quoi. Les fonds enluminés dont je parlais, donc on les était peints des fois à la main. Enfin, sur le premier film, ou les 2 premiers films, c'était comme ça. Après, je crois que ça a été fait sur ordi, mais et ils étaient incrustés derrière les personnages, donc par Christophe Gautry, avec qui je travaille toujours aussi. C'est au compositing. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on a tourné. On prenait en photo aussi une petite banque d'arbres comme ça. Et après, l'image finale avec le reflet dans la glace. Pareil, une photo du ciel, ce qu'on a tourné, et puis on enlève le verre, et tout ça incrusté ensemble. Et un dernier exemple, on enlève le verre, et puis voilà ce que ça donne. Donc c'est un mélange de dessin et de volume, en fait, et qu'on aimait bien. Et Samuel lui-même, Samuel Ribéron, donc avait déjà fait des albums,
c'est un illustrateur d'albums jeunesse et il avait déjà fait des livres avec des personnages en volume intégrés dans un dessin. Ah oui, il y a encore un exemple. Une petite frise d'arbre autour de... Voilà, pour ce genre d'image. Et comment s'est passé le travail de co-réalisation? Comment vous êtes répartis les rôles? Alors, ça commence à être vieux, je me souviens plus trop, mais alors c'était facile. En tout cas, il n'y avait pas de... Je pense que avec Antoine, on travaille depuis longtemps ensemble et on n'a pas d'ego sur le... À la rigueur, au moment du scénario, on peut des fois être pas trop d'accord. Et puis, les 4 saisons de Léon, c'était surtout... c'était lui qui avait écrit L'hiver de Léon. Donc, quand il n'était pas d'accord avec ce que je proposais, moi, je disais, OK, c'est quand même plus ton univers que le mien. Donc, je me pliais à ce qu'il voulait. Mais des fois, j'arrivais à le convaincre aussi sur certaines idées. Et sur le graphisme, on me disait tout le temps. Et puis avec Samuel, pareil, ça faisait un trio. On va voir avec Sarah aussi. Et puis les autres. Mais ouais, c'était vraiment facile. Je ne crois pas qu'on se soit dit un jour, toi, tu t'occupes de ça et toi de ça. Ça s'est fait très, très naturellement. Une fois quand un animateur finissait, on allait voir tous les deux. Si ça nous allait, on validait. Si ça ne nous allait pas, on discutait, savoir si on avait le temps de refaire ou pas. Mais ouais, ça coulait de source. Il n'y avait pas de question là-dessus, quoi. Et tu travailles souvent avec les mêmes personnes et du coup depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette troupe, on va dire, qui est à Valence? Et comment est-ce que le fait de travailler par exemple avec quelqu'un comme Sophie Rose, est-ce que ça te nourrit aussi toi dans ton travail? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors oui, moi, c'est ce que j'aime aussi dans le métier que j'ai, c'est que je ne fais pas tout le temps mes films. Et régulièrement, je vais animer ou écrire pour d'autres. Mais justement, j'avais animé sur Les escargots de Joseph de Sophie Rose. Et c'est des moments qui sont super. Déjà, il y a moins de pression que quand on est le réalisateur. On est là pour animer, donc voilà. Quand on rentre chez soi, on ne pense pas au film. On pense à autre chose. Donc c'est toujours agréable. Et puis de découvrir comment travaille quelqu'un d'autre, c'est super. L'expérience de Léo aussi m'a énormément servi, de voir Jim Capobianco au travail, de voir comment il imagine les choses et tout ça. C'était quelque chose de passionnant, justement, de te confronter à quelqu'un d'autre, à sa manière de bosser, à sa manière d'envisager les choses, la mise en scène, Je sais que Sophie, par exemple, elle découpe beaucoup dans son storyboard et ça fait des plans qui sont des fois... Je dis, ah oui, je vois ce que ça apporte aussi dans un découpage au niveau du rythme. Moi qui ai tendance souvent plutôt à faire des plans un peu plus longs, je dis, ah oui, c'est pas mal aussi, ça marche aussi. Et ça permet de découvrir une autre manière de travailler aussi. Est-ce qu'il y a des manières de travailler ou des choses que tu as vues en travaillant sur d'autres films, que tu as expérimenté toi dans tes films après? Sans doute, mais peut-être inconsciemment. Mais forcément parce que... Ou par exemple, j'ai travaillé avec Benoît Chieux sur un film qui s'appelle Cœur fondant, j'animais. Et lui, au niveau du rythme, je le trouve très, très fort, très, très fort, justement. Et je voyais son animatique déjà était rythmée de manière parfaite. Et je me disais, ah oui, ça vaut le coup de s'attarder plus, déjà dès l'animatique, à cette idée de rythme du film, quoi, Donc là-dessus, oui, là, c'est un exemple. Je pense que j'ai essayé de faire gaffe à ça après dans les films suivants que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, c'est quoi ta méthode de travail, entre guillemets? Qu'est-ce que donc, tu disais que tu aimais beaucoup l'écriture, mais après, dans la chaîne de fabrication du film, c'est quoi tes méthodes et qu'est-ce que tu aimes faire en particulier ou qu'est-ce que tu prends soin de travailler un peu plus Alors, j'aime l'écriture, je la fais jamais que en mots. Il y a toujours des dessins en parallèle, donc ce moment-là, je trouve que c'est vraiment mon préféré parce que c'est ce moment où tout est à créer et tout semble possible. Après, il faut mettre en œuvre ce truc-là, tout ce qu'on a imaginé. Et des fois, c'est dur. On s'aperçoit, oulala, quelle mauvaise idée j'ai eue. Il y a quelques plans de The Inventor de Léo, que j'ai storyboardé. Et en fait, un de ceux que j'ai storyboardé, c'était un des plus compliqués à tourner après. Je me dis, mais pourquoi j'ai eu cette idée-là? C'est un plan, si vous avez vu le film ou si vous le voyez plus tard, c'est un plan de carrosse qui fait un demi-tour vu dans une rue d'Amboise. Et on a dû mettre 3 semaines, je pense, à l'installer et 1 semaine à le tourner, alors que c'est un plan qui va faire 12-13 secondes, je ne sais plus.
Bon, après, il est bien, hein, ce plan, mais quand même, j'aurais pu imaginer un truc plus simple. Donc, il y a des petits défis comme ça, des trucs... Mais voilà, ça, c'est un moment, en tout cas, qui est chouette, le moment de storyboarder. C'est aussi un moment que j'adore. L'enregistrement des voix, ça peut être super aussi. Avec les enfants, c'est toujours un peu plus délicat parce que on ne peut pas être trop... Enfin, on peut leur dire, là, ça pourrait être mieux, mais au bout d'un moment, donc il faut toujours jongler, être très diplomate pour qu'ils gardent le plaisir à le faire. Parce que des fois, c'est pas très juste, ça peut sonner faux, donc il faut les reprendre et trouver les mots pour qu'ils acceptent de refaire, tout en gardant le plaisir de le faire. Donc, des fois, ça fait des longues séances, enfin, où on le fait en plusieurs fois, en tout cas. Avec les adultes, quand c'est des comédiens, c'est juste, c'est super, parce qu'ils sont très pros et ils sont dans la proposition aussi. Donc, c'est des chouettes moments. La fabrication, c'est aussi un truc très intéressant à faire, où on commence à être un peu plus confronté au réel. Justement, on vient soumettre les idées qu'on avait à la matière, et on s'aperçoit que tout n'est pas forcément possible, mais on trouve les solutions, et puis je suis bien entouré, comme je disais, que ce soit avec Marion Charrier ou François Cadeau ou tous les autres. Donc ces solutions, on les trouve au bout d'un moment, on dit ok, on va faire ça comme ça. Et c'est un peu ça le travail de réalisateur aussi, c'est de répondre aux questions et de trouver les solutions ensemble, quoi, de dire ok, on peut pas faire ça, et puis de pas dire bon bah c'est foutu, au contraire de dire ok, on fait autrement, on trouve une solution. Et c'est toujours le discussion avec les équipes à toutes les étapes. Ah oui, énormément, ouais. Ah oui, parce qu'on s'aperçoit, je sais pas, une armature qui marche pas trop et qui pose un problème, un certain geste qui était prévu que telle marionnette ne pourra pas faire. Donc, est-ce qu'on fait, on refait l'armature ou on change la mise en scène pour qu'on puisse quand même tourner, mais sans ce geste qui aurait été compliqué ou, c'est pas sur un de mes films, mais c'était sur Les Escargots de Joseph. Je me souviens que donc le film de Sophie Rose, il y avait un petit personnage, le héros du film, qui doit lever la main comme ça et regarder au loin. Sauf souvent en animation, on a des personnages qui ont des grosses têtes. Et donc quand il levait le bras, en gros, il ne pouvait pas lever plus qu'ici. Et donc pendant que j'animais, donc je commençais à lever le bras, et en cours de levage de bras, je changeais le bras pour lui en mettre un plus long. Et ça, dans le mouvement, personne ne voyait que d'un seul coup, il avait un bras plus long et qu'il pouvait faire ça. Et puis pareil, quand il redescendait le bras, on rechangeait et il retrouvait le bras de taille normale. Donc c'est ce genre de solution, par exemple, quand on a une armature qui ne peut pas faire ce qu'on veut, des fois, on arrive à ce genre d'astuce de comment on fait. C'est important qu'il puisse faire ce geste, comment on va faire. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui sont amusants. Et oui, sur toutes les étapes, voilà, il y a des étapes plus créatives et d'autres un peu plus stressantes. Le tournage peut être super, tant qu'il n'y a pas de retard. Si on commence à prendre du retard, ça peut vite devenir stressant. Et le travail de réalisateur aussi, à ce moment-là, c'est de ne pas transmettre le stress, que les gens continuent à être contents de venir. Parce que oui, bon, je vais répéter un truc, c'était Franck Vielle qui me disait que c'est un truc que je lui avais déjà dit. Mais pour moi, on a des métiers qui sont quand même incroyables. Et si c'est pour souffrir en les faisant, moi, ça ne me plaît pas. Donc, j'essaie, en tout cas dans mes tournages, que l'ambiance reste chouette, que les gens continuent à être contents de venir. Donc, c'est aussi accepter de garder des fois les problèmes pour soi, pour pas et voilà, et que l'ambiance reste agréable pour tout le monde. Et donc, on a vu que tu aimes expérimenter différentes techniques. Tu es un peu un inventeur ou un chercheur, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un film, tu vas expérimenter telle ou telle technique? Est-ce que c'est... à quel moment le choix se fait? Est-ce que ça part d'une envie? Tiens, là, j'ai envie de revenir au papier découpé. Est-ce que c'est plutôt l'histoire qui va guider? Comment ce choix se fait? C'est souvent en réaction au film d'avant, quand même. Quand je sors d'une longue période de film en volume, c'est vrai que j'ai envie de faire une autre technique. Et j'aime bien à chaque fois découvrir les nouvelles techniques, enfin des nouvelles qui ne sont pas nouvelles en réalité, qui ont déjà été utilisées par d'autres, mais que moi je ne connais pas, et que j'ai envie d'expérimenter. Mais oui, c'est souvent en réaction. Après, ça peut se coller. Justement, il y a un petit film que j'ai fait suite à une visite de la grotte Chauvet. C'était une commande un peu à Folle Image. On était 15 réalisateurs et réalisatrices à descendre dans la grotte et à devoir faire ensuite un film d'1 minute, 1 minute 30. Et là,
en visitant la grotte, je me dis, voilà, le plâtre, ça colle parfaitement à ce que je vois dans la grotte. Il y a justement de nouveau les textures, les matières là qui sont très importantes. Donc, je ne sais pas si on peut le montrer. Ouais. Il est très très court, hein, donc j'ai quelques photos, je crois. Ça fait beaucoup penser à du buffet aussi. Oui, du coup, je passe. Oui, il y avait encore des photos de Léon. La grosse bête, on y reviendra. Ou pas, d'ailleurs, on verra si on a le temps. Je pense qu'on peut. Ouais. Donc, je ne fais que passer. Ouais, c'est ce petit film court. Là, c'était des photos qu'on a prises pendant que des artistes sont en train de reconstituer la grotte Chauvet. Donc, il y a une reconstitution. Mais nous, on a pu descendre dans la vraie grotte. C'était un moment assez incroyable avec des dessins qui datent de 36 000 ans. Donc, voilà, en voyant ça, ce genre de matière, on se dit, ah oui. Et ça colle avec le plâtre, et donc j'ai fait ce petit film sur une plaque sur vitre, une plaque de plâtre que j'ai coulée sur la vitre, et ensuite c'est du travail de gravure et de. Donc je vous montre le film. Hier, je te demandais aussi, enfin, on discutait de ça ensemble, parce que on le sait, le temps de la production d'un film, il peut être très très long, avec les dossiers, le temps. Enfin, j'imagine que par exemple les 4 saisons de Léon, ça a duré par exemple l'unitaire. Combien de temps ça a pris par exemple Chaque film prenait à peu près 1 an, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est quand même des temps très très longs. Et en même temps, on sent chez toi, du coup, ce côté un peu chercheur, qui aime bien la matière, qui aime bien faire des films. Comment est-ce que tu trouves un équilibre entre, il faut bien manger, et en même temps, ce côté, ta place d'artiste, quoi. Dans les Léons, alors oui, effectivement, il y avait des temps d'attente, mais ces temps d'attente, là, grâce à l'intermittence du spectacle, on peut être payé. Et moi, je profite en général de ces temps pour écrire des projets qui se font ou pas d'ailleurs, mais c'est des moments que j'adore, des moments où... et comme je disais, l'écriture, ça me porte quand même, c'est toujours un moment que j'adore. Donc pour moi, ce n'est pas des moments où je fais rien, où je fais que attendre. Là, quand j'ai commencé, pour The Inventor, donc Léo, je savais que ça serait un temps pendant plus de 2 ans, j'allais travailler pour quelqu'un d'autre. J'étais co-réalisateur, mais ça reste quand même le film de Jim Capobianco, qui avait ce projet-là depuis plus de 10 ans quand moi j'ai commencé à travailler dessus. Donc il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait. Et du coup, je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que ou 2 ans où je mets un peu de côté mes propres films. Et puis après, je me disais, ça serait trop bête de refuser, ça va être une super expérience. Donc, je n'ai pas regretté de dire oui. Mais je me suis dit, pour que je le vive mieux, ces 2 ans, je vais écrire un nouveau projet. Et puis, donc, j'ai écrit Les Bottes de la Nuit, qui est mon dernier film, qui n'est pas fini. Là, on est en train de terminer le son, qui est un film sur écran d'épingle. Et donc tout le dossier était prêt et j'ai commencé à travailler sur The Inventor, et puis 1 an avant de terminer sur The Inventor, avec Yves Bouvray, mon producteur, on a commencé à envoyer les dossiers pour trouver l'argent pour le film. Donc j'ai pu enchaîner les deux, genre 2 mois après The Inventor, après le tournage, j'ai commencé à tourner
les bottes de la nuit. Ouais, ça s'est enchaîné très vite. Donc voilà, faut trouver les moments. Enfin, j'essaie, moi, dès que j'ai un moment de libre, je dis ok, j'écris quelque chose je profite de ces moments-là pour ça. On va peut-être passer à l'étude de cas, un peu plus le focus sur Grosse Bête. Ouais. Et après, on vous laissera poser des questions aussi, si vous avez envie. Donc ça, c'est juste pour montrer un peu, quand je commence à écrire, ça peut être ça, un début d'écriture de film. Quelques dessins, du texte mélangé et les premières idées qui peuvent venir. Donc il date de 2013. Oui, c'est ça. Ouais. La Grosse Bête. C'était après les 4 saisons de Léon. Donc ça, c'est les premières recherches que j'ai faites. Finalement, c'est un film en noir et blanc, mais à l'époque, je ne le savais pas encore. Donc des recherches dans les carnets, des personnages. Premier storyboard, donc un peu tout mal dessiné. Pareil. Et puis après, la même chose, mais en un peu plus précis, avec commençant à voir un peu les mouvements, qu'est-ce qui va se passer. L'enregistrement des voix, là, on avait Bruno Lochet, entre autres, qui faisait une des voix, qui fait la voix off du film, que vous pourrez entendre. Le tournage s'est fait sur banc-titre. Alors, j'avais eu l'expérience du Loup Blanc, où on avait tourné tout en direct, personnages et décors. Il y avait 4 niveaux de vitres. Et on a été confronté à un paquet de galères avec Sarah Sponga, ma chef opératrice. Des personnages qui projetaient une ombre sur le ciel, ou alors ils étaient blancs dessous, et en fait, on voyait sur la vitre inférieure, on voyait le reflet du personnage blanc. Donc, on a retourné, on a colorié ou scotché en noir tous les décors et tous les personnages. Enfin bon, ce genre de choses qu'on ne savait pas, c'est en faisant qu'on apprend. Là, je me suis dit, sur la Grosse Bête, je ne veux pas faire ça. Et j'ai shooté les décors séparément et les personnages. Et après, Christophe Gautry a composité tout ça pour l'image finale. Donc c'était plus simple, voilà, de tourner comme ça, une couche de personnages avec du sol. Et puis, tous les plans ne sont pas comme ça, mais... La musique, c'est Timothée Joly, c'est avec qui je travaille depuis longtemps, et qui n'a pas fait la musique de tous mes films, mais presque en tout cas. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais hier tu disais que toutes tes musiques dans tes films, elles sont composées pour l'occasion. Oui, bah, des fois c'est moins cher de payer un compositeur. Et puis moi j'adore avoir une musique pour mon film, c'est un truc assez chouette. Une fois qu'on a trouvé la personne avec qui... on s'entend bien. Donc, ouais, c'est vrai que Timothée, je trouve qu'il a une musique très sensible, qui me plaît beaucoup, qui est très acoustique aussi. Là, on le voit sur les pianos un peu, je ne sais plus comment on les appelle ça, des espèces de jouets. Mais ça fait des jolis sons, hein, c'est chouette. Il y avait aussi un batteur sur La Grosse Bête. Ça, c'est le mixage. Oui, alors, je vais vous montrer le film. Partout dans le royaume, on raconte qu'une grosse bête vient vous manger au moment où on ne s'y attend pas. Eh ben alors, il suffit donc de sans arrêt s'attendre à être mangé pour ne pas l'être. Ah oui? Oui, bonne idée. C'est une bonne idée. Ainsi, toute la journée, on se mit à penser à la grosse bête, afin de ne pas se faire boulotter. Oups, pardon le chien. Il pense plus à la grosse bête. Et là est le danger. Imaginez, si dans un instant de distraction, la bête se pointait. On pourrait bien se faire avaler. Ouais, mais c'est vachement dur. Il pense tout le temps à la grosse bête. Oh oui, on est vite déconcentré. Je peux dire quelque chose? On pourrait mettre des gros panneaux partout, avec des gros dessins effrayants. Ah oui, 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 oui. Ah oui, bonne idée.
penser à la bête constamment, évite tout désagrément. Mais voilà, c'est bien joli les panneaux. Mais au bout d'un moment, on les connaît par cœur. Et l'esprit se remet à vagabonder. C'est très dangereux. C'est sûr, si la bête venait, elle en profiterait. Ça marche pas les panneaux. Ouais, c'est nul. Ouais, ça sert à rien. Oh, il faut trouver autre chose. Ben oui, je crois que j'ai une idée. Pensez à la grosse bête. La peur est votre allié. La grosse bête va se pointer si vous cessez d'y penser. N'oubliez pas que vous êtes à 2 doigts de vous faire manger. Mieux vaut avoir peur que mourir. La peur est votre allié. Pensez à la grosse bête sauvera votre tête. La grosse bête va se pointer si vous cessez d'y penser. Et pourtant, avec le temps, c'est comme tout. On finit par s'y faire. Et là, ça devient périlleux. Si la bête traînait dans les parages, il y aurait grand risque d'être gobé. Oui, mais ça suffit pas, les gens qui crient. Oui, ça suffit pas, les gens qui crient. Oui, ça ne suffit pas. On pourrait se déguiser. Et on ferait peur aux passants. Mais à être surpris toute la journée, on a beau ne pas apprécier, on finit par s'y habituer. Attention, la grosse bête vous sort de la tête et c'est votre vie qui est en jeu. Ouais, mais ça marche pas les déguisements. Ouais, ça marche pas les déguisements. Ouais, ça peut pas durer. Faut améliorer les costumes. Ah oui. Je crois que j'ai une idée. Les fausses grosses bêtes seraient bien plus effrayantes si elles mangeaient quelques passants. Surtout ceux qui n'ont pas l'air d'assez y penser. La grosse bête qui vient vous manger. Depuis, on y pense tout le temps. C'est bien. Ça se fait pas de couper les génériques. Il reste pas beaucoup de temps. Du coup, tu nous montres... Ah oui, je vais vous montrer juste un tout petit bout de l'animatique. Donc, c'était avec les voix définitives déjà, pour montrer à quoi ça ressemble. Je vais peut-être pas mettre du début, mais... Ah oui. Oui, bonne idée. C'est une bonne idée. Oh là là. Oui. Ainsi, toute la journée, on se mit à penser à la grosse bête, afin de ne pas se faire boulotter. Oups, pardon le chien. Il pense plus à la grosse bête. Et là est le danger. Imaginez, si dans un instant de distraction, la bête se pointait. On pourrait bien se faire avaler. Ouais, mais c'est vachement dur. Il pensait tout le temps à la grosse bête. Il a pas tort, c'est pas facile. Oh oui, on est vite déconcentré. Je peux dire quelque chose? On pourrait mettre des gros panneaux partout, avec des gros dessins.
Enfin, voilà, donc c'est une étape de travail qui est quand même super nécessaire pour savoir où caler les dialogues. Et après, j'ai la même chose, mais avec le... Ah non, c'est le film fini, mais où il n'y a pas encore tous les bruitages ni la musique. Alors pareil, je peux montrer un petit bout, à peu près le même... C'est une bonne idée. Oh là là. Oui. Ainsi, toute la journée, on se mit à penser à la grosse bête, afin de ne pas se faire boulotter. Oups, pardon le chien. Il pense plus à la grosse bête. Et là est le danger. Imaginez, si dans un instant de distraction, la bête se pointait. On pourrait bien se faire avaler. Donc voilà, on voit l'importance aussi que le son a quand la bouche se ferme, par exemple, le bruit qu'on a trouvé, un son assez grave comme ça. Enfin, voilà, ça donne, le son a une importance quand même primordiale dans les films. Et c'est bien d'essayer d'y penser un peu avant. Je travaille souvent avec Loïc Burkhardt aussi sur les sons, donc souvent on parle, on discute pas mal pour dire quel genre de son on veut, qu'est-ce qu'on recherche. Dans la forêt, dans le loup blanc par exemple, je voulais une forêt un peu inquiétante et puis on a décidé avec le musicien d'enregistrer des sons du piano. Donc on ouvrait, c'était un piano à queue, on ouvrait le piano puis on a gratté les cordes et puis on enregistrait ça. Puis après avec Loïc on a encore tordu ces sons-là sur Pro Tools et pour avoir un son très bizarre, très curieux mais qui part d'une base réaliste, enfin de piano et de cordes, mais utilisé un peu différemment des touches. Peut-être avant de laisser la parole, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes films en écran d'épingle? Parce que là, en ce moment, tu finis un film en écran d'épingle, justement. Du coup, est-ce que tu peux juste nous parler rapidement de cette technique et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Oui, alors l'écran d'épingle, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est 277 000 tubes qui sont coincés dans un cadre métallique. Dans chaque tube, il y a une épingle. Et les tubes, donc là c'est un gros plan de l'écran. Les tubes sont blancs, donc c'est ce qui va faire le blanc de l'image. Et quand l'épingle sort, donc l'épingle elle est 5 mm plus longue que le tube, donc on peut la faire coulisser. Et quand on la fait sortir, elle vient projeter une ombre sur la tranche des tubes. Et c'est cette ombre qui va créer du gris ou du noir selon à quel point on la fait sortir. Donc là, c'est de nouveau un plan assez serré, enfin une photo assez serrée sur l'aspect. Et puis je m'éloigne petit à petit et on voit le dessin que j'ai fait sur... donc ça, c'est les bottes de la nuit. Et l'écran vu de loin avec l'appareil photo placé devant. Donc c'est un outil qui a été inventé par... un Russe et une Américaine, donc ça c'est des images de mon film. Je passe un peu. Donc voilà, Alexeïev et Parker, donc c'était un couple, ils vivaient en France, et Alexeïev venait de la gravure et il avait le désir de faire de la gravure animée, mais il ne se voyait pas graver plaque de cuivre par plaque de cuivre. Donc avec Claire Parker, qui était l'ingénieure, ils ont imaginé ces écrans d'épingle. Ils en ont fait, je ne sais plus, une dizaine dans leur vie. Le premier date des années 30. Celui avec lequel j'ai travaillé, moi, date des années 70. Donc voilà, ça c'est la manière, c'est une technique de gravure qui s'appelle la manière noire. Alors là, c'est pas du Alexeïev, c'est des gravures que j'ai trouvées sur Internet de Benjamin Becquet, que je connais pas. Mais on voit cette technique, et puis là, c'est des extraits des films d'Alexeïev. Donc je pense que c'est vraiment l'effet qu'ils recherchaient, ce travail de clair-obscur. Et ils ont réussi leur pari, je trouve, à un outil qui donne l'impression d'avoir de la gravure en manière noire. Donc ils travaillaient à l'époque à deux. Claire Parker était derrière l'écran, Alexeïev était devant, et puis donc elle repoussait les épingles, donc elle faisait le noir, et lui les poussait de son côté, et il faisait le blanc. Au Canada, à l'ONF, donc l'Office national du film, ils avaient commandé dans les années 70 un écran qu'ils ont continué à utiliser tout le temps. Donc ça a été utilisé par Jacques Drouin et par Michel Lemieux. Donc ils ont un écran qui est en très bon état.
Et le CNC, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, a racheté, grâce à Jean-Baptiste Garnero et Sophie Le Tétour, ont racheté un écran d'épingle qui appartenait à la famille Alexeïev. Et ils l'ont fait restaurer par Jacques Drouin et par Michel Lemieux. Et ensuite, ils ont organisé un petit stage pour 8 réalisateurs et réalisatrices. C'était en 2015, je crois. Pour nous apprendre à nous servir de l'écran. Parce qu'il y a plein de choses à savoir, c'est un peu une pièce de musée, donc il ne faut pas l'abîmer. Et en même temps, la volonté de Jean-Baptiste et Sophie, c'est que l'écran soit utilisé pour faire des films. Ils ne veulent justement pas que ça reste dans un musée. Donc, ça, c'est les outils que nous, on a amenés. Michel Lemieux nous avait demandé d'amener des outils, parce qu'on ne travaille pas épingle par épingle. On ne va pas les pousser une par une. On utilise divers objets pour venir frotter l'écran avec la main, comme si... Et donc on appuie sur les épingles et petit à petit on fait ressortir, on crée du blanc. Par contre, quand on veut du noir, on fait la même chose, mais en passant la main derrière l'écran. Et donc il y a des outils qui ne marchent pas parce qu'ils vont laisser... Les épingles sont pointues des deux côtés, et si on a un outil qui se désagrège, on va laisser plein de petites poussières sur l'outil. Donc ce qu'on utilise principalement, alors il y a certains rouleaux que Alexeïev utilisait qui peuvent donner des effets. Là, il utilise une fourchette, il vient juste appuyer avec sa fourchette pour faire ce genre de motif. On ne peut pas trop frotter, c'est un exemple de ce qu'on nous a appris pendant la formation. Si on frotte du métal, donc la fourchette, sur les épingles, on risque de faire briller les têtes d'épingles et ça va se voir ensuite à l'écran. Donc on évite de frotter, par contre on peut appuyer pour le métal. Et pour frotter, le mieux, c'est le verre. Donc ça, c'est des outils que moi j'ai utilisés pour les bottes de la nuit. J'utilisais aussi du quartz. Donc c'est des toutes petites pierres en quartz. C'est une pierre qui est assez solide pour pas se faire rayer, comme le jade. C'est un autre outil. Le jade aussi, c'est pas rayable par le métal. Donc ça laisse pas de traces sur l'écran. Et puis des fois, alors je l'ai fait qu'une fois dans le film, mais si on a le temps, si je passe l'extrait, enfin je pourrais vous montrer. Je ne sais pas si on aura le temps. Je sais pas si on aura le temps. Bon, on n'aura peut-être pas le temps. Mais comme ça, vous attendrez. Je montre. Le film, il est presque fini. Tous les soirs, je devais enfermer l'écran dans une boîte, cette boîte en plexi, pour pas qu'il y ait de poussière qui vienne se déposer dessus. Une fois qu'on a fait ces 3 jours de formation, les 8 formés, on a tous adoré l'expérience, mais on s'est dit mais c'est aussi beaucoup trop court pour savoir si on veut vraiment faire un film plus long. Et le CNC était d'accord de nous prêter pendant 1 mois l'écran chacun à Bois d'Arcy, il fallait aller aux archives du film. Et donc moi j'ai fait pendant ce mois-là, j'ai fait ce film qui s'appelle Le Chien.
Merci. Il nous reste 10 petites minutes s'il y a quelques questions de la salle. Et après, on laisse la place pour l'étude de cas autour de Léo. Oui, il y a une question là-bas. Je me demandais, notamment par rapport à l'enfance en bouche, comment ça s'était passé par rapport à la direction de la petite fille, si c'était simple ou pas de travailler avec les enfants, voilà. Alors c'est un âge où, on s'était dit en une ou deux séances que le film est court, qu'en une ou deux séances ça serait fait. Et heureusement c'était la fille donc de François Cadot, mon producteur, et donc on l'avait sous la main. Et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas lui faire dire plusieurs phrases. Elle ne savait pas lire, donc on lui disait la phrase. Par contre, on ne mettait pas l'intonation, on la disait assez neutre, de manière assez neutre. Et elle-même la répétait, mais à sa manière, quoi. C'était très étonnant. Je pense que c'est un âge où il y a ce naturel-là, il vient tout seul, quoi. Ce n'est pas un effort. Mais c'était impossible, voilà, que deux phrases, c'était déjà limite, parce que très vite, elle a envie d'aller ailleurs, faire autre chose. Par contre, une phrase par jour, ça marchait bien. Donc ça a pris, je crois que ça a pris à peu près 3 semaines, avec 10 minutes par jour. Et c'est ce que je disais, quand on a réuni tout ça ensemble, alors que il s'était passé 3 semaines, on a trouvé ça super vivant, quoi, cette manière de... Avec justement, on sent peut-être que c'est pas le même jour, mais ça rend aussi cette manière de parler très fraîche et très, très variée. Donc c'est pas, voilà, il faut juste avoir le temps. Mais ça s'est fait quand même facilement. Après, quand c'est des enfants un peu plus grands, on peut faire des séances qui durent 2 heures en faisant des pauses, et ça marche. C'est plus long, ça commence à être difficile. Ou alors, il faut faire 2 heures le matin, puis après, on va manger, on prend le temps, puis on refait une séance d'1 heure l'après-midi. Ça peut être des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ça. Vous parliez au début du génie que c'est de faire une erreur en stop motion et de partir de ça pour faire du mouvement. Avec notamment Dragon Frame, aujourd'hui, on peut réparer notre erreur des fois très précisément, mais passer beaucoup de temps dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien l'accident. J'aime bien quand les choses se tournent assez vite. Si vraiment c'est un accident trop grave, il y a un moment, il faut reprendre, c'est sûr. Mais plein de fois, je trouve qu'on peut s'en servir, quoi, et ça va apporter quelque chose. J'ai toujours un peu du mal avec les animations. Quand j'ai cité Studio Laika, pour moi, c'est trop parfait, justement. C'est tellement parfait je trouve qu'on perd la notion de marionnette. On a l'impression de voir de la 3D, un truc un peu trop léché, trop propre. Et je trouve dommage, alors que Hardman, ils ne sont pas tombés dans cette erreur-là. Je trouve qu'on voit vraiment le côté fait main, le côté... Et c'est vrai qu'à Foliascope, enfin, les films qui ont été faits à Foliascope, que ce soit Wardy, Interdit aux chiens ou The Inventor, on voit aussi que c'est de la marionnette, il n'y a pas de doute, quoi. Et moi, ça me plaît, cette idée-là de ne pas cacher. On est là, c'est justement cette magie-là, c'est que ces petits personnages qui sont des marionnettes vivent. Ça me plaît. Et donc dans l'animation, c'est pareil. S'il y a des petites erreurs, et ben justement dans The Inventor, on a volontairement, et Jim, on était tout à fait d'accord là-dessus. Vous verrez, si vous avez vu le film, des fois les habits, on voit l'endroit où l'animateur a touché la marionnette, et l'habit bouge un peu. Et puis on se dit, on garde, c'est bien, c'est la trace humaine, quoi. C'est fait à la main et ça nous plaît. Donc, pareil, on voit des fois les plans de joints sur des mains, parce que les marionnettes sont vraiment toutes petites. Et on a décidé de travailler avec une seule échelle, donc il y a des fois on vient filmer de très près, on voit aussi de la matière de la peinture à des moments ou des choses comme ça. Et par exemple, on n'efface pas. On a peut-être effacé 2-3 trucs qui étaient un peu plus choquants ou un peu plus gênants, mais la plupart du temps on garde. Et ça nous plaît bien qu'on voit, c'est fait à la main. Il y a eu un moule, et on a fait ça. Voilà. Il y a d'autres questions. Il y a une question tout en haut. Une petite question sur l'écran d'épingle. C'est un travail qui est souvent assez solitaire puisque c'est un petit format par rapport à d'autres projets où c'était du travail en équipe et avec une équipe assez récurrente. Est-ce que c'était pas une frustration de travailler un peu seul ?
Alors, oui et non. En fait, je sortais de The Inventor où on était au total, je pense qu'on a été 100, 120, je ne sais plus, Ilan pourra peut-être préciser plus précisément dans la conférence qui suit. Et je rêvais d'être au calme. Donc, après 2 ans et quelques à travailler avec beaucoup de gens, c'était une chouette aventure, mais j'avais aussi besoin de repos. Donc, en tout cas, je sais pas, les 6 premiers mois devant l'écran, ça a duré 1 an, le tournage des Bottes de la nuit. Les 6 premiers mois, j'étais juste ravi d'être tout seul dans ma grotte et à pas avoir plein de gens qui viennent me poser des questions. Et puis après, c'est vrai que au bout du 7e mois, là, j'ai quand même, c'est très solitaire. Alors heureusement, j'étais dans 2 endroits. J'étais à la cartoucherie et puis à Cyclic. Donc, c'est 2 endroits où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, je voyais du monde quand même. Mais le moment où je travaille moi-même, c'est vrai que je suis tout seul dans ma pièce. Donc, c'est en tout cas, j'aime bien ce contraste. Là, c'était peut-être un petit peu long. Je me dis, si je refais un jour un film sur écran d'épingle, je ne ferai pas 12 minutes. Il fait 12 minutes, les bonnes télé. Je ferai plutôt 6 pour que ce soit 6 mois d'enfermement, mais pas 12. Ça sera le... Merci beaucoup. Eh ben, merci. Merci à toi. Merci.